Dès le début de l'année 2026, l'ordre international continue de glisser profondément vers une phase de confrontation prolongée, dans laquelle les crises ne surgissent plus de manière isolée, mais s'entrelacent et se renforcent mutuellement sur de multiples fronts des tensions internes au cœur même des États-Unis, au foyer militaire du Moyen-Orient, jusqu'à l'intensification de la rivalité stratégique dans l'Indo-Pacifique. L'ensemble compose un tableau global, extrêmement instable, où le rôle des États-Unis et de leurs alliés apparaît plus central que jamais. Le trait commun de cette période réside dans la remise en cause de plus en plus ouverte de l'ordre international fondé sur le droit. Des puissances révisionnistes telles que l'Iran au Moyen-Orient ou la Chine en Asie ne dissimulent plus leurs ambitions d'expansion par la force. Parallèlement, le recours aux forces supplétives et aux tactiques dites de zone grise permet d'éviter l'affrontement direct tout en érodant la stabilité régionale. Dans ce contexte, les États-Unis et leurs alliés doivent non seulement faire face aux menaces extérieures, mais aussi préserver la cohésion, la légalité et la stabilité au sein même de leur société. Des événements qui semblent a priori dissocier tensions liées à l'application des lois migratoires aux États-Unis, renforcement de la coopération militaire entre le Japon et les Philippines, frappes aériennes israéliennes contre le Hezbollah au Liban, obéissent en réalité à une même logique stratégique, celle de la défense proactive, de la dissuasion précoce et du refus de laisser les vides de pouvoir être comblés par des forces hostiles à l'ordre international actuel. Dans cette configuration, Washington demeure l'acteur pivot, non seulement comme moteur militaire, mais aussi comme pilier politique et technologique du réseau mondial d'alliances. Le fait que les États-Unis doivent simultanément gérer des défis internes et des confrontations extérieures illustre le niveau élevé de pression stratégique. Tout en révélant une réalité plus profonde, leurs adversaires coordonnent de plus en plus leurs actions sur plusieurs axes informationnels, diplomatiques et militaires. L'analyse qui suit s'attarde sur chaque front spécifique, à commencer par la situation intérieure américaine, où les tensions sociales et politiques atteignent un point critique, posant une question fondamentale sur la frontière entre liberté, contestation et sécurité nationale. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu américain, mais d'un véritable test pour la capacité de leadership et la résilience de l'ensemble de l'ordre occidental dans un monde de plus en plus instable. Mesdames et messieurs, la crise qui a éclaté dans l'État du Minnesota au début de l'année 2026 n'est pas une simple vague de manifestations contre les forces chargées de l'immigration. Elle s'est rapidement transformée en un test majeur de la capacité des États-Unis à maintenir l'ordre et l'état de droit dans un contexte de polarisation sociale extrême. Le déploiement massif d'agents fédéraux de l'Immigration and Customs Enforcement dans les rues de Minneapolis, lourdement armés et équipés de matériel Chabet militaire, a suscité une réaction virulente d'une partie de la population locale, déjà profondément hostile à la politique migratoire stricte du gouvernement fédéral. Les tensions se sont brutalement aggravées après un incident au cours duquel des agents de lycée ont ouvert le feu, entraînant la mort d'un citoyen américain lors d'une opération d'interpellation. Cet événement a provoqué une vague d'indignation dépassant largement le Minnesota pour s'étendre à d'autres grandes villes. Des manifestations initialement pacifiques ont progressivement basculé vers l'affrontement, avec des tentatives d'encerclement, d'entrave et même d'attaques directes contre les forces fédérales. Dans ce contexte, la frontière entre le droit légitime de manifester et la remise en cause directe de l'état de droit est devenue floue, plaçant Washington devant des choix particulièrement délicats. La réaction de Donald Trump a été sans ambiguïté l'ordre et la loi constitue une ligne rouge infranchissable. La menace publique d'invoquer l'Insurrection Act de 1807 revêt une portée politique et sécuritaire considérable. Il ne s'agissait pas d'une déclaration impulsive, mais d'un signal de dissuasion destiné à réaffirmer la primauté de l'autorité fédérale dans la protection des forces de l'ordre et la prévention de troubles organisés.
Historiquement, cette loi n'a été utilisée qu'en dernier recours lorsque les autorités locales n'étaient plus en mesure de contrôler la situation. Et sa simple évocation suffit à modifier profondément la dynamique psychologique, tant chez les manifestants que parmi les dirigeants locaux. Du point de vue de la sécurité nationale, le déploiement de près de 3000 agents fédéraux dans la région de Minneapolis reflète la crainte que les manifestations aient dépassé le cadre habituel du maintien de l'ordre public. L'équipement militaire, les uniformes camouflés et l'organisation tactique des forces fédérales indiquent clairement que Washington considère cette situation comme un défi sécuritaire sérieux et non comme une simple question de police. Pour les partisans du gouvernement, il s'agit d'une mesure indispensable pour défendre l'état de droit et empêcher l'émergence d'un précédent dangereux où des groupes radicaux pourraient imposer leurs revendications par la violence. Dans une perspective plus large, la crise du Minnesota ne peut toutefois être dissociée du contexte stratégique global auquel les États-Unis sont confrontés. Une Amérique déstabilisée de l'intérieur verrait sa capacité à exercer un leadership international considérablement affaibli. C'est pourquoi la fermeté affichée par Donald Trump est perçue par ses soutiens non seulement comme un message à l'attention des manifestants, mais aussi comme un signal adressé aux adversaires extérieurs. Washington ne laissera pas l'instabilité intérieure compromettre sa capacité d'action stratégique. Ainsi, Minneapolis est rapidement devenu le symbole d'un affrontement plus large entre ordre, légalité et défis complexes au sein de l'Amérique contemporaine. Pendant que les États-Unis mobilisent leurs ressources face aux tensions internes, le théâtre stratégique de l'Asie-Pacifique présente un tableau radicalement différent. Les alliés de Washington y accélèrent leur coordination, renforcent leurs capacités défensives et se préparent activement aux scénarios les plus défavorables. La signature de nouveaux accords de défense entre le Japon et les Philippines à Manille ne constitue pas une simple formalité diplomatique, mais un choix stratégique révélateur de l'inquiétude croissante face à l'environnement sécuritaire régional. Ces accords autorisent l'échange de soutien logistique, de services et de ravitaillement militaire, élargissant ainsi les possibilités de coopération concrète en cas de crise. Ils s'inscrivent dans la continuité d'accords antérieurs permettant aux forces armées des deux pays d'accéder mutuellement à leur territoire, faisant passer la relation nippo-philippine à un niveau de partenariat bien plus avancé. Dans le contexte régional, ces accords contribuent à la formation d'un réseau de sécurité plus dense, intégrant davantage le Japon et les Philippines dans l'architecture stratégique conduite par les États-Unis. Les déclarations du ministre japonais des Affaires étrangères sur la gravité croissante de l'environnement stratégique ne relèvent pas du simple discours. Tokyo exprime depuis longtemps ses préoccupations face aux tentatives unilatérales de modification du statu quo maritime, en particulier en mer de Chine méridionale et autour du détroit de Taïwan. Le soutien constant du Japon à la décision de 2006 de la Cour permanente d'arbitrage, rejetant les revendications étendues de la Chine, démontre la volonté claire de Tokyo de s'aligner sur le droit international malgré les réactions hostiles de Pékin. Pour les Philippines, ce rapprochement avec le Japon revêt une importance vitale. Manille bénéficie non seulement d'une aide financière et matérielle destinée à renforcer ses capacités navales, mais aussi de l'appui d'un partenaire stratégique disposant d'une solide expérience et d'une puissance technologique avancée. Face à la pression maritime croissante, disposer d'un soutien japonais et américain réduit considérablement le risque d'isolement face à un adversaire largement supérieur en taille et en moyens. Du point de vue des alliés des États-Unis, l'axe Japon-Philippines-États-Unis ne vise pas à provoquer une confrontation, mais à établir une dissuasion défensive crédible. Ces pays ne cherchent pas à modifier le statu quo par la force, mais à défendre des principes fondamentaux tels que la liberté de navigation, de survol et le règlement des différends par le droit international. Ce sont précisément les politiques expansionnistes et les réactions de plus en plus agressives de Pékin
qui alimentent les tensions et contraignent les États de la région à ajuster leur posture stratégique. La question de Taïwan occupe une place de plus en plus centrale. Le Japon a, à plusieurs reprises, souligné que la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan sont essentielles à la sécurité régionale et mondiale. Les réactions virulentes de la Chine aux déclarations japonaises, incluant des mesures de rétorsion économique et diplomatique, renforcent l'idée que Pékin est prêt à exercer une pression globale pour atteindre ses objectifs politiques. Dans ce contexte, l'unité des alliés américains apparaît non comme un choix stratégique parmi d'autres, mais comme une condition indispensable pour prévenir les erreurs de calcul susceptibles de conduire à un conflit majeur. Dans l'ensemble, l'évolution de la situation en Asie-Pacifique met en lumière une réalité fondamentale. L'ordre régional ne peut être préservé par des concessions unilatérales. Le renforcement volontaire de la coopération de défense entre le Japon et les Philippines, sous le parapluie sécuritaire américain, envoie un message clair à la Chine. Toute tentative d'imposer sa volonté par la force se heurtera à une réponse collective. Il s'agit là du cœur même de la dissuasion collective, élément clé pour éviter une spirale incontrôlée de confrontation dans une période de profonde instabilité. Si l'Asie-Pacifique constitue le théâtre d'une rivalité stratégique de long terme, le Moyen-Orient demeure une région où l'escalade peut survenir à tout moment. Les récentes frappes israéliennes contre des positions du Hezbollah au Liban illustrent une réalité immuable, un cessez-le-feu. Même négocié sous l'égide des États-Unis, ne signifie pas que Tel Aviv acceptera passivement la reconstitution de menaces à sa frontière nord. Selon l'armée israélienne, ces frappes répondaient à des violations répétées du cessez-le-feu par le Hezbollah. Il est significatif qu'Israël ait émis des avertissements d'évacuation à l'intention des civils avant certaines attaques, soulignant le caractère ciblé et calculé de ces opérations, orientées vers les infrastructures et capacités militaires adverses plutôt que vers des représailles indiscriminées. Cette approche correspond à la doctrine israélienne: frapper rapidement, précisément, et conserver l'initiative dissuasive. D'un point de vue stratégique, Israël dispose de plusieurs options. Bien que le Hezbollah ait été affaibli par plus d'un an de combats et de frappes aériennes, il conserve des capacités de tir de roquettes et des moyens de provocation le long de la frontière. Chaque violation du cessez-le-feu restée sans réponse adéquate érode la crédibilité de la dissuasion. Pour Tel Aviv, le coût de l'inaction pourrait se traduire par un conflit plus vaste à l'avenir. Survenant dans des conditions encore plus défavorables, il est crucial de rappeler que le Hezbollah n'est pas un acteur autonome. Il constitue l'un des piliers du réseau de forces supplétives mis en place par l'Iran à travers le Moyen-Orient. Téhéran utilise le Hezbollah comme instrument stratégique pour exercer une pression constante sur Israël, tout en évitant un affrontement direct avec les États-Unis et leurs alliés. Chaque violation du cessez-le-feu et chaque provocation, même limitée, servent cet objectif à long terme: maintenir la frontière nord d'Israël dans un état de tension permanente et contraindre Tel Aviv à disperser ses ressources et son attention. Dans ce contexte, la pression croissante exercée par les États-Unis et Israël sur le gouvernement libanais afin de désarmer le Hezbollah n'a rien d'accidentel. Les faits démontrent qu'un État ne peut exercer une souveraineté effective lorsqu'une force armée échappe à son contrôle et agit selon les directives d'une puissance étrangère. Le Hezbollah ne met pas seulement Israël et le Liban au bord d'un nouveau conflit. Il entraîne également l'ensemble du pays libanais dans une spirale dangereuse, où la population civile paye le prix des calculs géopolitiques de Téhéran. Du point de vue israélien, les frappes récentes relèvent d'une légitime défense et s'inscrivent dans le cadre d'une dissuasion nécessaire pour préserver la sécurité nationale. À l'inverse, le Hezbollah et l'Iran continuent de démontrer leur mépris des accords internationaux et de la vie des civils. En transformant le territoire libanais
en champ de bataille par procuration. Plus cette situation perdure, plus le risque d'une escalade majeure augmente, menaçant non seulement le Moyen-Orient, mais aussi les intérêts sécuritaires des États-Unis et de leurs alliés. Les développements au Liban ne peuvent donc être considérés comme un conflit local, isolé. Ils s'inscrivent dans une dynamique plus vaste, où Israël se trouve en première ligne face à l'expansion de l'influence iranienne. Soutenue politiquement et stratégiquement par Washington, Israël demeure un pilier central de la dissuasion régionale. Dans un contexte où d'autres fronts mondiaux s'échauffent également, la manière dont Israël gérera la menace du Hezbollah constituera un test crucial de sa capacité à maintenir la dissuasion et la stabilité dans l'une des régions les plus sensibles du globe. Parallèlement à l'intensification des foyers géopolitiques, Washington accélère le développement d'un autre front. Moins visible mais décisif, la modernisation militaire par les technologies sans équipage, l'intégration officielle de navires de surface sans équipage au sein des forces opérationnelles de la marine américaine, au-delà du simple stade expérimental, marque un tournant majeur dans la conception de la guerre navale moderne. Selon les informations publiées, 3 premières unités de navires de surface sans équipage seront constituées et placées sous commandement direct des flottes, avec des plateformes telles que Seahawk et Sea Hunter comme éléments centraux. Il ne s'agit pas de démonstrateurs technologiques, mais de bâtiments de plus de 40 mètres, conçus pour opérer de manière prolongée en mer et accomplir des missions clés, reconnaissance, collecte de données, lutte anti-sous-marine et extension de la conscience situationnelle des navires habités. Le fait qu'un modèle comme Seahawk soit intégré à la structure opérationnelle d'un groupe aéronaval démontre que la marine américaine considère les systèmes sans équipage non comme un simple soutien, mais comme une composante organique de la guerre navale de haute intensité, en particulier dans le Pacifique. Ces plateformes peuvent être déployées dans les zones les plus dangereuses, pénétrant des espaces fortement surveillés ou contestés, réduisant ainsi les risques pour les équipages et préservant des actifs stratégiques coûteux. Sur le plan militaire, cette évolution traduit un changement fondamental de doctrine. Plutôt que de s'appuyer exclusivement sur le nombre de grands bâtiments et la puissance de feu traditionnelle, la marine américaine développe un réseau de combat distribué et flexible, dans lequel les plateformes sans équipage jouent le rôle de capteurs avancés et potentiellement de vecteurs d'effets cinétiques. La capacité de ces navires à embarquer des modules de mission sous forme de conteneurs ouvre la voie à une large gamme d'emplois, allant de la guerre électronique à des frappes de précision futures. Le message adressé aux adversaires des États-Unis est sans équivoque. Face à l'expansion navale chinoise et aux tactiques asymétriques iraniennes en mer, Washington mise sur l'avantage technologique et l'adaptabilité. Une flotte combinant unités habitées et non habitées complique considérablement toute tentative de blocus, d'embuscade ou de stratégie d'usure. Le fait que la marine américaine mette en place des parcours de carrière dédiés aux officiers spécialisés dans les systèmes sans équipage confirme qu'il s'agit d'une stratégie de long terme et non d'un projet conjoncturel. Les États-Unis se préparent à un environnement de conflit où la vitesse de traitement des données et l'automatisation seront déterminantes, bien plus que la seule quantité de missiles ou de navires. Inscrite dans une perspective globale, la montée en puissance des capacités sans équipage complète, les efforts américains et alliés sur les autres fronts, combinés au réseau d'alliances en Asie-Pacifique et au soutien constant à Israël au Moyen-Orient, cette supériorité technologique maritime permet à Washington de maintenir une dissuasion crédible à l'échelle mondiale, garantissant que les défis posés par les puissances révisionnistes se heurteront à un adversaire de plus en plus imprévisible et technologiquement supérieur. En mettant en regard les événements aux États-Unis, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, un constat s'impose. Il ne s'agit pas de crises isolées, mais de maillons d'une même chaîne de confrontation stratégique prolongée
des troubles internes au Minnesota, aux accords de défense en Asie orientale, en passant par les frappes israéliennes ciblées au Liban. Tout indique que l'ordre international est simultanément mis à l'épreuve sur plusieurs fronts. Pour les États-Unis, la stabilité intérieure n'est pas seulement une question politique domestique, mais une condition essentielle à la crédibilité et à l'efficacité de leur leadership mondial. Une Amérique paralysée par des divisions internes aurait du mal à défendre ses alliés et à honorer ses engagements sécuritaires à l'étranger. C'est pourquoi la manière dont Washington gère ses défis internes envoie un message qui dépasse largement ses frontières, montrant que les États-Unis demeurent capables de contrôler la situation et d'agir avec détermination lorsque cela s'avère nécessaire. Sur le plan international, la stratégie américaine se caractérise par une cohérence croissante en Asie-Pacifique. Washington ne fait pas face à la Chine seul, mais s'appuie sur un réseau d'alliés et de partenaires capables de se soutenir mutuellement, du Japon aux Philippines et au-delà. Cette approche ne vise pas l'encerclement ou la provocation, mais l'établissement d'une dissuasion collective suffisamment solide pour prévenir toute tentative unilatérale de modification du statu quo. Au Moyen-Orient, le soutien des États-Unis à Israël répond à la même logique. Israël constitue la première ligne de défense contre l'influence iranienne, laquelle s'appuie sur des forces supplétives comme le Hezbollah pour étendre son pouvoir et déstabiliser la région. En aidant Israël à maintenir sa supériorité militaire et sa capacité de dissuasion, Washington protège non seulement un allié clé, mais limite également le risque d'une escalade régionale incontrôlée. Contraignant l'Iran à mesurer soigneusement chaque initiative, ces deux fronts bénéficient en outre d'un socle commun, l'avantage technologique américain, depuis les systèmes navals sans équipage jusqu'aux capacités de renseignement, de surveillance et de commandement. Les États-Unis construisent ainsi un réseau de puissance à plusieurs niveaux, permettant des réponses flexibles à une large gamme de scénarios et rendant inefficaces les stratégies d'usure ou de zones grises privilégiées par des acteurs comme la Chine ou l'Iran. Dans l'ensemble, la stratégie des États-Unis et de leurs alliés ne vise pas la confrontation pour elle-même, mais la gestion de la concurrence et la prévention des conflits par une dissuasion crédible. L'interconnexion des différents théâtres permet à Washington d'éviter la dispersion excessive de ses ressources. Tout en adressant un message clair, toute action déstabilisatrice dans une région donnée peut entraîner des conséquences stratégiques à l'échelle globale. Le paysage géopolitique du début de l'année 2026 montre que l'hésitation et les concessions unilatérales peuvent avoir un coût extrêmement élevé. L'alignement pro-américain et pro-israélien, dans ce contexte, ne constitue pas une incitation à la guerre, mais l'affirmation d'un principe fondamental: la paix durable ne peut exister sans force ni détermination. La fermeté de Washington sur le plan intérieur, l'unité renforcée des alliés en Asie-Pacifique et les actions dissuasives d'Israël face au Hezbollah obéissent à une même logique: empêcher toute escalade en ne laissant pas croire que la retenue équivaut à la faiblesse. À l'inverse, le comportement de l'Iran, du Hezbollah et de la Chine dans les différents foyers de tension révèle un schéma récurrent: tester les limites, exploiter les vides de pouvoir et tenter de remodeler le statu quo à leur avantage. Ce sont précisément ces comportements qui alimentent l'instabilité actuelle et contraignent les États-Unis et leurs alliés à réagir pour défendre leurs intérêts sécuritaires et les principes fondamentaux de l'ordre international. L'issue de cette phase de confrontation demeure incertaine. Toutefois, une chose apparaît de plus en plus clairement: l'ordre mondial ne se maintient pas de lui-même. Il exige des efforts constants, une coordination étroite entre alliés et une volonté d'agir lorsque les circonstances l'imposent. Dans un monde en mutation rapide, c'est la combinaison du droit, des alliances et d'une dissuasion crédible qui constitue le véritable socle de la stabilité et de la paix à long terme. Mesdames et messieurs,
la durée de notre vidéo s'achève ici. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.